Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 27 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Aujourd'hui, la Oumma islamique du Niger et du monde entier entame la 23e nuit du mois béni de Ramadan. Notre rubrique Ramadan donc, de ce jour porte sur la zakat, une des prescriptions de la religion musulmane. En effet, beaucoup de personnes prélèvent leur zakat pendant ce mois béni de Ramadan. Pourquoi prélève-t-on cette zakat? Réponse avec Cheikh Ismaël Mohamed. C'est un montant, c'est un seuil qui varie selon le cours de l'or. Mais vraiment, encore là, il faudrait que nos oulémas réfléchissent un peu et voir comment rendre cette activité-là ou cette obligation beaucoup plus opérationnelle. Je vais dire quoi? Je me rappelle, il y a 15 ans ou 20 ans, la zakat, le montant, à partir duquel le seuil est frappé de zakat est à peu près de 400-500. Le problème, il y a 15 ans, c'était 700. On suit le cours de l'or. Cette année ou l'année dernière, cette année, ça doit varier, ça doit être pratiquement à peu près la même chose. Apparemment, le cours de l'or n'a pas tellement augmenté. Ainsi donc, il y a ce seuil-là qui frotte un peu entre 1 800 000 et 1 900 000. Une fois que vous avez acquis cette somme-là pendant un an, et bien ma foi, vous êtes astreint au paiement de 2,5% de ce montant, parce que le taux appliqué est de 2,5%. Ça veut dire un exemple pour quelqu'un qui a dû, à l'exemple, épargner 1 million, il n'aurait versé que 25 000 francs. Mais le problème là, c'est que je dis, il y a 15 ans, le seuil était de 400 à 500. Cette année, si on doit dire qu'il ne faut économiser 1 800 000, on constate que quelqu'un qui économise 1 million n'est pas astreint au paiement. Mais il y a 15 ans, c'est lui qui a 500 000 et astreint. Donc c'est dire qu'il faudrait que nos oulémas vraiment fassent une fatwa par rapport à cela. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, des gens, parce que la zakat aujourd'hui, on pense que c'est les commerçants seulement qui sont astreints au paiement de la zakat. Mais écoutez, nous avons des fonctionnaires, nous avons des travailleurs, n'est-ce pas, des employés, pour être clair, qui touchent par exemple par mois le seuil. Il y en a qui touchent. Et à la fin de l'année, ils ne paient rien parce qu'ils n'ont pas économisé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il y a lieu vraiment la zakat a pour principal objet, de lutter contre l'avidité, de lutter contre le fait d'être pingre. On ne veut pas donner, mais l'obligation, là, elle est requise en ce qui concerne la zakat. Vous êtes obligé de donner. Donc, on combat ce caractère de pingre que vous êtes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la zakat a également comme principale activité de purifier les biens. Parce que les biens, que ce soit un commerçant ou même que ce soit un employeur, il y a des impuretés qui sont attachées. En ce qui concerne le commerçant, il a dû faire des opérations dont il n'a pas su faire attention. Donc il a dû mal agir quelque part, ou il a dû tromper quelqu'un, ou il a mal pesé un truc comme ça. Mais également, c'est le même cas qu'on peut appliquer aux fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les commerçants qui sont censés payer il y a des fonctionnaires. En ce qui concerne un salaire, dans un salaire, il y a beaucoup d'impuretés. Une grève de 3 jours a débuté ce lundi matin dans le secteur de la santé et publique. C'est celle des médecins spécialistes qui renouent avec la lutte après plus d'1 an de silence. Un arrêt de travail pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes selon le syndicat national des médecins spécialistes. Reportage. Après plus d'1 an de trêve, les médecins spécialistes déposent les blouses et déterrent la hache de guerre aiguisée pour reprendre la lutte. En effet, de ce lundi 27 au mercredi 29 mai 2019, ces médecins spécialistes observent un arrêt de travail de 3 jours pour rappeler aux autorités leurs revendications qui sont toujours en souffrance. Ces conditions de vie et de travail se résument en 2 points. Un, c'est de mettre un terme à une injustice sociale dont les médecins spécialistes sont victimes. Tout agent de l'État au Niger qui part se former pendant 1 an et qui revient avec son diplôme, il bénéficie d'un reclassement. Malheureusement, pour le médecin, après le doctorat, tu pars faire 4, 5, 6, voire 7 ans d'études,
tu reviens sans bénéficier d'un reclassement, ce qui est assez dommage. Cela contribue à décourager les spécialistes dans leur exercice. Et de l'autre côté, les jeunes qui doivent aller se spécialiser, beaucoup hésitent. Et même quand ils partent, ils préfèrent faire des spécialités administratives. Et là, c'est le pays qui en perd. Le second point, c'est quoi? On a demandé qu'on crée des conditions de travail, en tout cas minimales, pour donner les soins de qualité à la population. Au lieu de passer tout le temps en train de passer des coups de peinture, casser à gauche, faire des parkings à droite, on a demandé qu'on crée les conditions pour que nous puissions travailler. Pouvoir travailler, c'est quoi? C'est avoir le b.a.-ba. Vous voyez maintenant, vous amenez un malade aux urgences, on vous dit qu'il n'y a pas de gants pour l'examiner. Alors que ce gant est nécessaire pour protéger le malade qu'on va examiner et pour protéger l'agent de santé qui travaille. On vous dit que même les seringues qui ne coûtent que 100 francs, il n'y a pas ça aux urgences. Vous voyez, c'est assez dégueulasse, c'est assez regrettable. On vous fait une ordonnance, souvent c'est nuitamment. Tu dois prendre un taxi pour courir, pour faire le tour de la ville, chercher la pharmacie de garde, essayer de trouver le produit. Et deux fois, avant même de ramener, malheureusement, la maladie fait son cours, tu perds ton malade. Vous voyez, ce sont ces situations qui sont intenables que nous avons décidé de rappeler à l'opinion que ça ne va pas. La revendication des médecins spécialistes est toujours d'actualité et que les autorités ont obligation de régler cette situation s'ils veulent avoir un système de santé assez performant et qui soit accessible pour tous. Par ce mouvement de grève, le syndicat de médecins spécialistes SMES entend mener une lutte farouche pour faire aboutir ces revendications. On a observé une longue période de trêve pensant que la sagesse va primer, mais apparemment les gens ont profité de ça pour penser comme si c'est quelque chose qui est relégué au canal grec. Et bien maintenant, on revient dans l'arène. Les médecins spécialistes sont dans leur 5e année de grève sans satisfaction. La dernière date d'avril 2018. Ouverture ce matin d'un atelier d'enrichissement des modules de formation sur la gestion des frontières. Un atelier pour rendre opérationnelle la stratégie nationale de sécurité intérieure du pays. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Halidou Brema. Le présent atelier d'enrichissement des modules de formation sur la gestion des frontières de l'École nationale de police vise à partager et compléter les travaux d'élaboration des modules de formation gestion des frontières. Depuis mars 2017, le projet AJCEN, appui à la justice, à la sécurité et à la gestion des frontières au Niger, est là avec nous pour 4 ans. Ce projet, qui va dans la droite ligne des orientations politiques du gouvernement, est là dans sa composante 3 pour appuyer la chaîne pénale dans les forces de sécurité intérieure. Il s'agit pour nous de développer, de concevoir, de se pencher sur un certain nombre de thématiques qui vont permettre aux agents sur le terrain de travailler efficacement et avec professionnalisme. Ces assises sont organisées dans le cadre du projet Appui à la juste sécurité et à la gestion des frontières AJCEN Sécurité, financé par l'Union européenne avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. Le projet AJCEN Sécurité s'est engagé avec la Direction générale de la police dans une approche ambitieuse visant à élaborer un cursus de formation professionnalisant, solide, durable et dans des délais restreints. Cet objectif n'a que pour seule finalité d'améliorer les compétences et le professionnalisme des personnels de la direction de la surveillance du territoire. Les travaux ont débuté il y a 3 semaines et visent à intégrer dans le cursus de formation des personnels de la DST ces modules professionnalisants en gestion des frontières qui seront dispensés à l'École nationale de police. Une phase de test en juillet prochain permettra d'ajuster si besoin cette action de formation afin de débuter au 2e semestre 2019, la formation de 100 agents de la DST. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur se réjouit du choix porté sur la police nationale pour cet atelier. Face aux efforts importants consentis à nos côtés par les partenaires dans le domaine de la gestion des frontières, le travail en coordination de l'ensemble des acteurs
afin d'identifier des synergies autour d'actions efficaces, cohérentes et durables s'impose. Du reste, cet atelier constitue un bel exemple avec la pleine implication de la direction de surveillance du territoire et celle de l'École nationale de police dans la démarche ayant abouti à l'élaboration de ces outils. Je sais que le choix porté sur vous pour participer à cet atelier n'est pas le fruit du hasard. Il est la résultante de vos qualités intrinsèques et de vos riches expériences professionnelles. Néanmoins, il ne me paraît pas superflu de vous exhorter à faire montre de rigueur dans l'appréciation des documents soumis à votre appréciation. Cette formation professionnalisante à la gestion des frontières qui durera 2 jours a été sanctionnée par une photo de famille. Puisque nous parlons de la sécurité, donc je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du syndicat autonome des magistrats du Niger, Samana. Le Samana qui condamne vigoureusement des actes ignobles qui assaillent notre pays depuis la crise libyenne de 2011 et endeuillent justement nos paisibles citoyens en banalisant le caractère sacré de la vie humaine. À cette douloureuse circonstance, le Samana présente ses condoléances les plus émues à tout le peuple nigérien et à l'ensemble des familles de nos regrettés soldats tombés sur le champ d'honneur d'une part et d'autre part à toutes les victimes d'actes terroristes, d'enlèvement et autres actes assimilés, ainsi que celles du récent drame survenu au quartier aéroport de Niamey. Le Samana apporte tout son soutien à nos vaillants soldats dans leur noble mission face aux défis sécuritaires et invite l'État à penser en faveur de la création d'un service spécial à leur profit qui assurera la prise en charge des blessés, des femmes et enfants de ceux tombés sur le champ d'honneur ainsi que l'accompagnement de leurs parents. Sur un autre plan, au nom de la mission de règlement et prévention des conflits de l'institution judiciaire dont ses militants sont les premiers acteurs, le Samana s'inquiète de l'escalade de la violence verbale observée ces jours-ci sur les réseaux sociaux et appelle les uns et les autres à la retenue. En effet, le Samana rappelle à nos concitoyens qu'en dépit de ses diversités linguistiques et culturelles, le Niger a réussi le pari de l'unité, de la fraternité et de la cohésion sociale à travers la culture de la tolérance prônée par la religion de la majorité de sa population. Le brassage de ces différentes communautés par le mariage et l'existence de la parenté à plaisanterie entre celles-ci. Par conséquent, le Samana lance un vibrant appel citoyen à tous nos concitoyens et en particulier au président de la République, l'incarnation et le garant de l'unité nationale conformément à l'article 46 de la Constitution en faveur d'un sursaut patriotique pour préserver et sauvegarder ces valeurs somme toute inégalables. C'était là donc la substance du communiqué rendu public ce jour même par le syndicat national, le syndicat autonome des magistrats du Niger. Parlons toujours sécuritaire, donc, mais cette fois-ci avec la réaction de quelques citoyens sur ce qu'ils pensent, notamment sur la présence des bases militaires au Niger. On les écoute. La présence des bases militaires ici au Niger, pour moi, ça n'a aucune importance parce qu'en réalité, si nous nous référons depuis leur arrivée, il n'y a que l'insécurité qui continue de s'agrandir du jour au lendemain. Et les attaques ne font que se multiplier et nos forces de défense et de sécurité sont en train de mourir toujours sur les champs de bataille alors que leurs drones qui sont là, soi-disant pour nous protéger, etc. etc. Ils n'ont aucune utilité ici. Leur présence est même une façon de mettre en cause la force de notre force de défense qui nous a, depuis l'indépendance ou depuis même avant l'indépendance, gardé notre souveraineté ou bien nous protéger de tout. Et maintenant, avec l'avènement de ces bases militaires installées ici sur le territoire nigérien, chaque fois c'est des attaques et c'est des gens qui ne nous assistent pas. Ils ne nous assistent pas. Je ne vois pas leur utilité vraiment dans notre pays. Dès leur arrivée ici au Niger, on constate que nos frères militaires ne font que mourir. On ne comprend pas leurs drones. D'ailleurs même les drones, moi je les qualifie comme si ce sont des drones touristiques. Ce sont des drones qui ne sont pas des drones concrètement qui surveillent nos terres. Moi je ne vois pas une importance qu'accorde
la présence de ces bases militaires ici au Niger. Plutôt, au lieu que ça soit un privilège pour les Nigériens, ça devient une fulmination. Je parle de fulmination et c'est menaçant parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on dit que ces gens-là sont ici au Niger pour assister nos soldats. Mais très malheureusement, c'est nos soldats qui sont toujours victimes de ces attaques, au lieu que ceux-là soient des gens qui protègent vraiment le territoire, notre territoire. Mais nous constatons que vraiment ces bases militaires présentent une menace pour le peuple nigérien et vraiment que nous voulons le départ de ces gens-là. Les Français ne sont pas dans notre pays pour nous défendre. Ils sont là seulement juste pour leur intérêt. Ils sont là pour se renseigner, pour savoir comment vit la société et comment pouvoir exploiter la société nigérienne. Et moi, je ne vois pas l'importance. Si ces bases-là sont importantes, normalement, nous ne devons pas nous retrouver dans cette situation d'insécurité. Elles sont là avec leurs drones, ils sont là avec leurs appareils, mais qui ne servent à rien du tout. Vraiment, nous demandons le départ pur et simple. Ça n'a aucune importance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'évidence même à démontrer que ces bases militaires étrangères n'ont aucune importance sur les territoires nigériens. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'importance des bases militaires, mais c'est le colonialisme qui est en train de continuer. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces bases militaires soient démantelées sur les territoires nigériens et qu'ils regagnent leur territoire parce qu'ils n'ont aucune utilité, ils n'ont aucune importance. Parlons sécurité toujours, mais cette fois avec le bureau politique de la coordination régionale de Lumana de Niamey qui a rendu public cet après-midi une déclaration. Celle-ci fait suite donc à la récente sortie du bureau politique national après l'intervention du président de ce parti sur la récente attaque de Balé-Berry où 28 soldats nigériens ont été tués. Un acte donc pointé de doigt par un acte dont le président du parti accuse les autorités nigériennes. Le résumé de cette déclaration avec Abdrazak Hamidou Léo et Ibrahim Abdou. C'est avec l'hymne du parti qu'a commencé la présente déclaration de la coordination régionale de Niamey du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, moderne FA Lumana. Elle fait suite à la déclaration rendue publique par le parti le 24 mai 2019 passé. Dans la présente déclaration, la coordination régionale Lumana fustige les agissements du ministre de la Défense, Kalla Moutari, et défend son président qui, selon eux, ne fait qu'exercer ses droits. C'est dans ce contexte et avec un sentiment de grande tristesse, mêlé de colère, que nous apprenons l'outrecuidance du ministre de la Défense, le sieur Kalla Moutari, qui, toute honte bue, dans un communiqué en date du mercredi 22 mai 2019, et dont la forme ressemble plus à un tract qu'à un document officiel, enjoignait le procureur de la République de poursuivre son Excellence Ama Amadou, président du Modern FA Lumana Africa, chef de file de l'opposition, au motif de propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral et à la cohésion des forces de défense et de sécurité. Bien sûr, le président Ama ne faisait que s'exprimer conformément à l'article 7 de l'ordonnance 2010-85 pour traduire sa tristesse et sa rancœur, comme à son habitude quand un malheur frappe le Niger et son peuple. Et sans vergogne, dans une extrapolation tirée par les cheveux, Kalla Moutari suggère au procureur que les propos de Ama Amadou représentent un délit, voire un crime. Comme si toutes les injustices dignement vécues par cet homme n'étaient pas déjà suffisantes pour traduire l'insécurité sociopolitique et économique dans laquelle ce régime nous enfonce tous les jours. Le ministre de la Défense avait sans doute oublié d'instruire le procureur de la République lorsque le journal Le Républicain mettait publiquement à nu son inconscience et sa cupidité comme des facteurs de nature à porter un coup à la performance de nos armées dans leur combat contre l'insécurité. M. Kalla Moutari, dans une élucubration lexicale, suggère à la justice que l'utilisation du vocable catégorie renvoie à des catégories ethniques. C'est terriblement choquant. Dans cette déclaration, la coordination régionale Lumana estime que si la sortie ratée de Kalla Moutari, commanditée par Issou Mamadou, a pour but de dissuader le chef de file de l'opposition, son Excellence Ama Amadou, de rentrer au Niger comme il l'a promis, nous disons
qui n'ont rien perçu de l'engagement et de la détermination des Nigériens en général et des militants du modèle africain en particulier. La coordination régionale de Niamey apporte son soutien ferme et indéfectible au bureau politique national et à son leader, son Excellence Amadou. Dans cette optique, la coordination régionale de Niamey a averti l'opinion que toutes les pratiques injustes que le parti au pouvoir fomente et les projets funestes qu'il entretient avec ses adjuvants sont de nature, si l'on y prend garde, à plonger immanquablement notre pays dans une situation sans précédent. La coordination régionale de Niamey prévient que l'attitude arrogante du régime, si elle se maintenait, entraînerait une situation dont l'issue est forcément périlleuse pour notre cher pays. Il en est très clairement des élections à venir dont les modalités de préparation suggèrent une récidive de 2016. La coordination régionale Lumana-Niamey assure que leur objectif est d'assumer leur vision d'opposition conformément à l'ordonnance numéro 2010/85. Début ce matin des travaux de la session ordinaire du mois de mai du Conseil supérieur de la communication CSC. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre de cette session qui va durer une semaine. Le compte rendu avec Alice Ibrahim et Chebou Guissou. Le président du Conseil supérieur de la communication, Kabirou Sani, a précisé dans son discours d'ouverture de la session ordinaire au titre du mois de mai que cette dernière se déroule dans un contexte marqué par des attaques terroristes avant de décliner les sujets qui seront abordés au cours de la présente session. Le projet d'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2019 comporte 6 points, à savoir 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'avril 2019. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption des dossiers de demande de création, d'installation et d'exploitation des services de communication audiovisuelle privée. 4. Examen et adoption des travaux des commissions. 5. Examen et adoption du rapport du groupe de travail sur la situation des télévisions et bouquets. Enfin, 6e point, questions diverses. Plus encore, au cours de cette session du Conseil supérieur de la communication, le rapport du groupe de travail chargé de la situation des télévisions et bouquets sera examiné. Ce contrôle décidé par le CSC, faut-il le rappeler, s'inscrit d'une part dans le contexte général du débat sur la signature de la convention collective et de la TNT qui oblige le CSC à réadapter le cadre juridique et institutionnel de la régulation au dit contexte, et d'autre part la nouvelle réorientation du fonds d'aide à la presse consécutive à la modification de la loi sur le CSC. La nouvelle redistribution des rôles prescrite par le passage au numérique à travers les chaînes d'édition et de production d'une part, de transport et de distribution d'autre part, impose au CSC de faire un état de lieu complet sur les télévisions et les bouquets afin de les préparer à la signature du nouveau cahier de charges. D'autre part, le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de relever les dérives observées sur les réseaux sociaux. Le Conseil supérieur ne saurait rester indifférent face aux dérives observées sur les réseaux sociaux. Le mauvais usage qui en effet l'abus dont font preuve certains internautes, l'ampleur et la nature des discours violents observés sur ces réseaux sociaux nous interpellent tous sur la nécessité de restaurer la véritable mission de ces réseaux sociaux au Niger. Enfin, le président du Conseil supérieur de la communication, Kabirou Sani, a invité les conseillers à un examen minutieux de tous les points inscrits à l'ordre du jour de leur assise. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.